Bonjour à tous. Je me présente, Jean-Luc Gimpers. J'ai créé la société Célédev il y a quelques mois maintenant, mais c'est l'aboutissement d'un projet qui dure depuis début 2012. Je suis très content d'être là ce soir parce que c'est un peu la première sortie publique de Célédev, la première présentation. Vous bénéficiez de ça en avant-première. Donc, c'est parti. Voilà, donc pour commencer, un petit peu un bref récapitulatif de l'histoire des apps depuis la sortie du premier SDK iPhone OS, qui s'appelait pas encore iOS en 2008, en même temps que l'iPhone 3, enfin iPhone 3G. Depuis, les choses ont beaucoup évolué quand même de plus en plus. Les appareils mobiles sont de plus en plus puissants, les écrans sont plus grands, l'OS est de plus en plus riche et sophistiqué. On a vu avec iOS 7 qui est sorti récemment, il y a beaucoup de nouveautés. Les interfaces utilisateurs sont de plus en plus complexes et le SDK est de plus en plus grand. Le SDK est de plus en plus grand, c'est-à-dire de plus en plus de choses à connaître pour les développeurs, le 64 bits, les différents ensembles d'animations, enfin toutes les technologies du système. À titre d'information, dans le SDK iOS 7, il y a quelque chose comme 13 500 fonctions et méthodes, et puis 750 classes ou quelque chose comme ça. Donc, c'est tout ça, il faut en faire quelque chose, et qu'est-ce qu'on en fait? On fait une meilleure expérience utilisateur avec, c'est-à-dire que les applications sont elles aussi de plus en plus sophistiquées, de plus en plus accessibles, sensibles au toucher, répondent de manière physique avec des simulations, ce qu'on appelle le UI Dynamics, les simulations de gravité, de ressort, etc. Et donc c'est de plus en plus complexe et difficile à développer, et les développements sont de plus en plus longs. Alors, par rapport à ça, les outils sont très bons, mais ils restent assez traditionnels, c'est-à-dire que Xcode, qui est l'outil de développement incontournable, parce que obligatoire, enfin pour ceux qui ne connaissent pas très bien, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas tout à fait l'environnement iOS. Pour soumettre une application Apple, on est forcé de passer par Xcode. Xcode, on programme en Objective-C, et on a un cycle de développement complètement classique, édition de texte après compilation, édition de lien, packaging de l'application, chargement, etc. Et ça, c'est bien, mais ça prend toujours un peu de temps. Par exemple, là, j'ai une petite vidéo dans un projet relativement simple, j'ai modifié un fichier quelque part, la compilation démarre, il compile, il a fait l'édition de lien, il a assemblé, il est en train de charger l'application sur mon iPhone. Tant qu'il y a le petit 2 qui apparaît, l'application est toujours en train de se charger. Bon, ça met quand même en gros 30 à 45 secondes à chaque fois. C'est pas énorme, 30 à 45 secondes, mais répéter encore et encore et encore, ça finit par passer beaucoup de temps. Euh, et une fois que l'application est lancée, on n'est pas tout à fait rendu pour tester parce que encore faut-il se rendre dans les configurations de test qu'on veut tester. Par exemple, supposons que l'application ait besoin d'une connexion réseau. Il faut attendre que la connexion réseau s'établisse, que les chargements depuis le réseau se font. Ça fait que le cycle de développement est long. En gros, c'est long, et alors on fait des contournements avec les outils de debug en particulier. Avec LLDB, on peut faire des choses assez sophistiquées, mais qui restent du contournement quand même, parce que ce qu'on voudrait, c'est pouvoir changer le code, et puis que ça se traduise tout de suite dans l'application. Alors justement, c'est ce que c'est les devs a entrepris de faire, ce que j'appelle la programmation responsive. Donc programmation responsive, c'est garantir une interactivité maximale en permanence entre le développeur et son application. Donc on appelle ça du live coding parfois, mais j'aime pas le terme live coding parce que dans live coding, il y a code, et qu'en fait le développement des applications, c'est bien plus que du code. Quand on développe une application, il faut tester, il faut packager, il faut gérer les ressources graphiques, les traductions, les designers, il y a tout un ensemble de choses à faire. Live coding, c'est bien, c'est un début, c'est très séduisant, mais ça suffit pas. Alors, à quoi ça sert de programmer en mode responsive? Ça sert à différentes choses. J'en ai noté trois ici, qui sont, à mon sens, les principales dans un premier temps. C'est d'abord rapidité de prototypage et de mise au point. On va beaucoup plus vite à faire un prototype d'une application quand le code répond directement, et on va beaucoup plus vite à la mettre au point quand les corrections qu'on fait sont testables tout de suite. Euh, Ce qui fait qu'on expérimente plus de choses, on est plus créatif, et finalement on arrive à des applications qui sont meilleures. Et donc c'est très bien adapté à la réalisation de user experience complexes,
parce que justement le fait de tester, de retester et de sentir les choses est très important dans ce cas-là. Au niveau des fonctionnalités au niveau des fonctionnalités, heu, un certain nombre, je ne vais pas vous passer trop de temps sur ce slide, mais c'est quand même intéressant de comprendre. En fait, ce qu'on veut, c'est une interactivité la plus poussée possible entre un IDE d'une part et une application cible sur un device d'autre part. Donc ça veut dire que tous les éléments de l'application doivent pouvoir être mis à jour dynamiquement. Ça comprend le code, mais ça comprend évidemment les ressources de l'application. Typiquement les images, les textes, les fichiers plist, même les fichiers XIB, on verra après que c'est peut-être possible aussi. Un parti pris de simplicité d'utilisation, parce que quand même, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit très Mac dans l'esprit, donc qui marche tout seul. Des API pour intégrer le système de programmation responsive dans l'application qui soit simple et le plus élégante possible et le plus naturel possible à utiliser, et une performance de l'implémentation qui est quand même très importante, parce qu'on est dans le monde de l'interprété. Il faut bien comprendre que qui dit code exécuté immédiatement, dit code interprété. On ne passe pas par les phases de compilation, de link, et ainsi de suite. Donc il faut que l'interpréteur et le système de gestion du code soient très performants. Euh, un point très important aussi par rapport à ce que je disais au début, c'est l'accès complet au SDK iOS. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir des tas de nouveautés dans un iOS 7 si on ne peut pas les utiliser parce qu'on est limité par une interface propriétaire dans un environnement tierce party qui rajoute une surcouche à l'OS. Donc ça, déjà, à mon sens, c'est une impasse parce que l'effort à mettre en œuvre, le nombre de gens qu'il va falloir mettre sur le développement d'API propriétaires comme ça est énorme et ça n'arrivera jamais à suivre ce qui se passe chez Apple ou chez Google dans le monde Android. Donc c'est accès direct au SDK iOS, comme ça, on peut tout faire. Connexion facile au device, c'est très important parce que euh, plus de fil à la patte, utiliser des technos comme Bonjour pour que les appareils qu'on a soient reconnus et connectés immédiatement. Et surtout, autre aspect très important, pouvoir intégrer très facilement avec du code Objective-C et C et avec Xcode, parce qu'il est évident qu'on ne va pas faire forcément toutes les applications avec ça, peut-être en faire juste un petit bout, et il va falloir mélanger le code. Voilà, donc en fait, le but, la philosophie du truc, c'est avoir un truc, it just works, et que ça soit vrai. Alors, un petit schéma pour bien comprendre ce qu'il y a dans le système. Donc, le système, il est composé de deux parties. Une partie qui tourne dans l'application et une partie qui tourne sur le Mac de développement. Dans l'application, on a un environnement d'exécution, un runtime, qui embarque la machine virtuelle Lua, sur laquelle je reviendrai après, et qui embarque aussi autour de Lua, j'ai rajouté tout un tas de fonctionnalités qui permettent de travailler avec iOS, en mode responsif, et de travailler dans un environnement assez protégé. À côté de ça, sur la machine, dans l'application, on a aussi des librairies de bindings. Alors, les librairies de bindings, c'est très important parce que c'est ce qui va permettre d'appeler depuis le code Lua directement toutes les fonctions du SDK. Alors, il y a des bindings de base pour l'ensemble d'iOS et il y a des bindings qui seront générés à la demande euh, pour d'autres librairies, d'autres SDK, parce qu'on sait bien que dans une application, on n'est jamais sur un seul SDK, il y a toujours des utilitaires, que ce soit de l'analytics, que ce soit des librairies sur couche au système, donc il faut pouvoir générer des bindings facilement. Côté station de travail, donc un environnement de développement réalisé sur mesure pour la fonctionnalité, parce que c'est quand même très spécifique de devoir travailler en mode ping-pong tout le temps avec l'application. Donc, 4 éléments principaux dans l'environnement de développement. Un éditeur de code Lua spécialisé, donc un éditeur de code, tout ce qu'il y a de plus classique, je dirais, mais de haut niveau quand même, coloration syntaxique du code, complétion automatique, indentation, détection des erreurs au vol, très important en mode interprété. On ne charge jamais dans l'application du code qui comprend une erreur de syntaxe. C'est un minimum. Et plus tard, il y aura de la détection de warning et autres par rapport aux caractéristiques de typage du langage. Cet interpréteur est complété pour le pendant hors du code par un gestionnaire de ressources. Le gestionnaire de ressources, lui, il n'édite pas les ressources dans l'application, ce n'est pas un éditeur d'image ou un éditeur. En fait, l'idée, c'est de dire on continue à utiliser l'éditeur classique
pour éditer l'image, un Photoshop ou autre. Et c'est au bon moment où on sauve l'image, instantanément, le système CLDEV détecte que l'image a été sauvée et la recharge dans l'application. Donc tout ça, il y a des technos qui servent à ça, qui sont apparus depuis OS X 10.7 et qui marchent très très bien. Et donc c'est basé là-dessus. Il y a un aspect monitoring de ce qui se passe dans l'application et des buggers, parce qu'il n'y a pas de bon développement sans bon débugger de base. Hein, c'est un point qui est assez souvent oublié dans les environnements dynamiques, mais un débugger, c'est quand même hyper important. Et il y a tout ce qui est gestion des devices, donc détection des devices sur le même réseau local et connexion aux appareils. Voilà, alors quelques mots sur Lua, parce que vous connaissez peut-être pas tous Lua, qui est un langage qui est de plus en plus populaire, mais qui reste encore pas hyper connu. Donc Lua, c'est un langage de script qui est simple et léger, qui a été créé il y a 20 ans exactement, donc en 1993, à l'université catholique de Rio au Brésil, et qui a pris beaucoup d'importance en partant du monde des jeux. C'est-à-dire qu'il y a des tas de jeux qui sont écrits ou scriptés en Lua. World of Warcraft est est le plus connu, mais Wikipédia en recense plus de 130 des jeux écrits en Lua. Et c'est utilisé aussi, mais dans des tas d'autres domaines. C'est utilisé dans le domaine du web, des serveurs web. Wikipédia, par exemple, a choisi il y a quelques mois de remplacer son langage de template propriétaire par Lua parce qu'ils avaient un gain énorme en termes de performance. Ils ont réfléchi à différentes options, en particulier Lua versus JavaScript. Ils se sont rendus compte que Lua était beaucoup plus léger et était beaucoup plus facile à sandboxer par rapport à un environnement serveur, et donc ils sont partis sur du Lua. Au niveau du scripting d'application, VLC, donc le lecteur vidéo, est scriptable en Lua. L'interface utilisateur d'Adobe Lightroom est écrite entièrement en Lua et c'est embarqué aussi dans des tas de devices sans qu'on le sache forcément. Un des plus connus, c'est la TI Inspire qui se programme en Lua. Et alors pourquoi est-ce que Lua se répand comme ça dans des tas de domaines? Parce que je dirais, c'est un très bon petit langage qui a des très grandes qualités. Euh, Première qualité, c'est que c'est une syntaxe qui est très simple. C'est un langage procédural classique avec des appels de fonctions, des méthodes, des conditionnels, mais c'est très régulier comme syntaxe. C'est pas des langages où il y a des constructions qui ont été rajoutées au fil du temps et qui rendent l'apprentissage du langage très compliqué. Donc c'est simple, mais c'est puissant et c'est très flexible parce que il y a tout un système dans Lua qui permet d'utiliser un peu le langage de la façon dont on a envie de l'utiliser. Et ça, pour s'interfacer avec iOS, c'est très pratique parce que on verra après, dans le contexte de CLDev, il y a un framework objet complet qui mappe les paradigmes d'objets Objective-C en Lua et de manière très très naturelle. Donc c'est très flexible, c'est très performant, c'est une des machines virtuelles les plus rapides à la base. Bon, il y a un JIT compiler aussi en Lua, mais on ne peut pas l'utiliser sur iOS parce qu'on ne peut pas exécuter de la data dans une application iOS. Mais même sans utiliser le JIT compiler, on a une performance qui est tout à fait satisfaisante. Et on verra tout à l'heure dans les démos, des applications écrites en Lua peuvent rester très très fluides en termes d'interface, de défilement, d'animation, etc. C'est léger en termes de taille mémoire parce que la machine Lua n'occupe que quelques centaines de kilooctets à comparer à quelques mégaoctets pour les machines JavaScript les meilleures. Et c'est conçu pour être embarqué dès le départ. Donc c'est écrit en C ANSI totalement standard et c'est facile à porter dans n'importe quel environnement. Et en plus, ça a le mérite d'être open source et d'avoir une communauté tout à fait sympathique. Alors, juste parce qu'il n'y a pas de Cocoa sans exemple de code. Quelques exemples de code en Lua pour montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vous laisse lire, c'est compréhensible quasi de base. Hein, si vous avez fait un peu de Pascal, on retrouve du if then else end. C'est plus proche de module A2, mais c'est un peu dans la même lignée de ces langages-là. Donc le factoriel, il est évident, je ne vais pas rentrer là-dessus. La deuxième, on voit apparaître la structure de données en Lua qui est la table, qui est la structure unique. Une table, c'est un tableau associatif dans lequel on peut tout faire. La table name en haut, c'est un tableau avec des indices entiers. C'est-à-dire,
Peter, names de 1 c'est Peter, names de 2 c'est Paul, names de 3 c'est Marie, et le grades c'est un tableau, une table Lua avec des indices qui sont des chaînes de caractères. Donc en fait on va écrire que grades.marie égale 10 et que grades.paul égale 7 par exemple. Et, et en fait en Lua c'est un peu le même principe qu'avec les blocs en Objective-C. On a des clausures et on peut définir des fonctions qui sont l'équivalent des blocs n'importe où. Par exemple ici, le table.sort, il est appelé en prenant une table en premier paramètre et une fonction de tri en deuxième paramètre. La fonction peut être définie inlines et elle peut faire référence à des variables qui sont hors du scope, directement dans le scope supérieur. Hein, les grades ici qui sont comparés. Et enfin ici en troisième, un petit exemple très simple avec une liste chaînée en Lua. Bon, comment ça s'écrit? Bon, on a une table à 2 éléments, next et value, équivalent d'une struct en C, et puis on fait, pour insérer, on fait que next égale x et value égale v. Voilà. Alors ça c'est bien. Maintenant, comment est-ce que ça se conjugue pour quand on veut écrire du code pour iOS? Donc là, c'est plus Lua tout seul, c'est cledef plus Lua, c'est tout ce qui a été rajouté autour. Donc si on regarde ce code-là, on a ici en, une explication rapide. Les deux premières lignes, c'est des requires, c'est l'équivalent des imports ou des directives modules dans le nouveau compilateur Clang. On peut accéder à toutes les classes Objective-C à partir de la variable globale obj_c. Par exemple, ici, le obj_c.ui collection viewCell, ça renvoie la classe Objective-C collection viewCell, qu'on peut coller dans une variable locale. On peut dériver une classe Lua d'une classe Objective-C. Le create class ici, il crée une classe qui s'appelle labelCell et qui hérite de la classe UI collection viewCell. Donc Lua peut hériter d'Objective-C. Et on peut écrire du code de manière extrêmement simple. Là, donc on se prend des raccourcis sur les classes UIFont et UIColor. On redéfinit une fonction cgRectMake qui définit juste une table. Et on verra après que cette table, elle est passée directement au frame de notre label view. Donc elle est convertie en cgrect par le bridge. Et après, on peut accéder, par exemple ici, la fonte du label, on appelle la fonction bold system font of size 46 en Lua, et on renvoie la fonte du label, ou si on fait la background color, on appelle la méthode de classe clear color de la UI color, qui est considérée ici comme une propriété. Donc en fait, différence avec Objective-C, c'est que les classes peuvent aussi avoir des propriétés. Voilà. Donc ici, voilà un exemple très simple d'une cellule qui configure les paramètres graphiques de son label. Voilà. Alors, maintenant, côté Objective-C, comment ça s'intègre dans l'application? Comment ça s'intègre dans l'application? C'est simple, là on a le code Objective-C entier des applications que je vais vous montrer après. Donc c'est pas très compliqué. Donc la fonction application did finish launching with options. Le collection, donc en fait l'objet de base c'est la classe simLuaContext. Donc la classe simLuaContext, on peut instancier autant de LuaContext qu'on veut. Un LuaContext c'est une machine virtuelle Lua complète avec ses variables, ses globales, ses machines d'état, etc. Donc là on crée un LuaContext qu'on appelle collection control, c'est juste pour le debug, comme ça on le reconnaîtra facilement. On crée une autre classe qui est le Remote Monitor. Alors le Remote Monitor, qu'est-ce que c'est? C'est la classe qui va permettre au LuaContext de se connecter au système de développement. Alors c'est dans une classe séparée, parce que quand on veut packager l'application pour la distribuer, hop, on vire ces lignes-là, on les met en commentaire, et l'appli n'est plus accessible de l'extérieur. Donc le LuaContext lui-même est totalement sécurisé. S'il n'y a pas de contexte monitor qui lui est associé, il ne communiquera pas avec l'extérieur pour recharger le code. Ce qui au niveau sécurité est important. Donc ici on crée notre contexte, on crée un contexte monitor avec un timeout. Bon, le timeout, juste 2 mots dessus, c'est juste le temps que le monitor va bloquer le contexte en attendant de se connecter à un IDE, ce qui permet de mettre un premier point d'arrêt, ce qui est pratique pour débugger le code quand on démarre si on veut. Au bout de 30 secondes, s'il ne se passe rien, il continue l'exécution. Donc après, on configure la window, c'est classique. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On charge un Lua module, load Lua module named collection controller main. Donc ça veut dire qu'on a un fichier dans le package d'application qui s'appelle collectioncontrollermain.lua. Et
Le chargement se fait en asynchrone et se termine avec un completion block. Et quand on reçoit le completion block, on reçoit le résultat qui est le résultat du return Lua du fichier .lua. S'il est de la bonne classe, lui collection view controller, parce qu'a priori il peut être n'importe quoi, on l'affecte au root view controller de notre window, et puis ça roule. Voilà. Donc, assez parlé sur les slides, on va maintenant passer une petite démo. Donc, deux petites démos très très simples. La première, à base de collection view. Donc, une collection view qui est même une collection view en flow, là, écrite entièrement en Lua, donc avec les trois classes dont on a besoin, un view controller pour contrôler les interactions, et une cellule qui est le petit carré qui contient la vue qui va être dupliquée, et puis un layout qui dit comment est-ce que les vues sont disposées à l'écran. Et j'ai rajouté à ça deux gesture recognizers, un pour faire du pinch, l'autre pour faire de la rotation. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai le code. Donc là le code va être sur l'iPad. Donc je vais connecter l'iPad sur le Mac pour qu'on voit l'écran dans la projection. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment la manipulation de l'iPad en direct. Je ne sais pas si on voit, ouais, c'est bien ça. Oups. Désolé, rotation. Voilà. Donc là, j'ai mon application très simple qui est chargée sur l'iPad déjà. Je la lance. On s'arrête automatiquement sur le premier point d'arrêt, ici, dans la première ligne de la première méthode. Donc on pourrait faire du pas à pas à ce moment-là. On va juste continuer. On a perdu la fenêtre ici, je la remets là, voilà. Donc ici, on a notre application qui tourne, donc je vais peut-être montrer le code rapidement. Je ne sais pas s'il me reste du temps. Pas beaucoup, j'accélère, c'est bon. Donc ici, à partir du code, je peux facilement déplacer une cellule. Donc là, si je modifie le code ici, donc je vais passer le fichier en mode update automatique. Si je change la largeur de la cellule, par exemple, voilà, change la largeur de la cellule, automatiquement, la largeur de la cellule se trouve changée sur l'écran. Je vais changer le texte de la cellule. Ici, donc je vais poser mon iPad pour avoir des mains pour taper. Donc ici, mon texte, il vaut point d'interrogation. Et je vais lui dire que je vais faire un toString de cell index, voilà, plus 1. Voilà, je recharge. Et dès que j'ai rechargé, hop, on voit apparaître la numérotation de chaque cellule, etc. Donc en fait, on voit le principe. Là, le principe est assez puissant parce qu'on peut directement, par exemple ici, dans ma cellule, j'ai défini, je vais y arriver, alors c'est pas très bien indenté parce qu'on n'a pas beaucoup de place, mais j'ai une couleur de cellule qui varie directement avec l'index de la cellule. Si je change un facteur d'addition par rapport à cet index, hop, je vais voir les couleurs qui se transforment directement. Et tout ça en direct sur l'iPad et en sans fil. Et je vais changer le nombre de cellules pour qu'on voit que c'est quand même que ça reste bien fluide. Le nombre de cellules est à 20, je vais le mettre à 100. Voilà, donc je mets 100 cellules. Voilà, on a vu un petit passage par une cellule parce que voilà, et puis en fait ici on est vraiment on est à nos 60 frames par seconde et on voit ici le petit voyant vert Activity là-haut qui s'allume. Il s'allume dès que je touche à l'iPad. Parce que c'est vraiment chaque fois qu'il se passe quelque chose en Lua, le voyant vert va s'allumer et l'interpréteur va travailler et on voit qu'il travaille. On peut mettre un point d'arrêt. On peut contrôler les variables, faire du pas à pas. Je ne vais pas parler très longtemps parce que sinon on va prendre du retard, mais voilà, le principe est là. Alors, chaque fois, là j'ai fermé ma smart cover, on se trouve être déconnecté ici parce qu'on est en connexion automatique. Je cherche à se reconnecter au dernier appareil connecté, c'est pour ça que c'est connecté automatiquement tout à l'heure. Si je l'ouvre, je vais automatiquement me reconnecter. Voilà, là on est reparti.
Voilà, donc là, fin de cette démo-là, je vais quitter l'application. Voilà. Donc ici, première démo. Deuxième démo, les ressources. Ah, bon, les couleurs sont comme elles sont, mais c'est pas grave, on les verra changer quand même. Donc là, on a une deuxième petite application qui est extrêmement simple aussi. C'est une table view, une table view, avec un navigation controller et une detail view derrière. Donc celle-là, elle est sur l'iPod Touch. Donc on va partir en mode démo aussi. Voilà, sur le deuxième. Je vais le connecter au Mac. Ça devrait apparaître. Voilà, parfait. Voilà. Donc ici, même principe. Je vais lancer l'application ici. L'application se lance. Ici, il n'était pas sélectionné, donc je le sélectionne. On s'arrête sur le point d'arrêt et l'image est partie derrière encore, mais on va la remettre comme il faut. Voilà. Donc je continue l'application et donc ici, sur la barre latérale, un petit ralentissement, mais avec l'enregistrement et le réseau. Voilà, ça y est, c'est lancé. Donc ici, on a notre table view et on a ici un certain nombre de ressources graphiques sur le côté qui vont être utilisées, graphiques ou autres, qui vont être utilisées pour la table view. Donc, première chose que je vais faire, je vais changer ces boutons que je trouve personnellement pas très jolis. Donc, je vais aller chercher un autre fichier dans le ici. Je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà, je le mets et hop, directement, on le voit apparaître dans l'application. Je vais faire pareil pour l'autre fichier. Je link à cet existing file. Et ici, mon unchecked, je fais un link to file et instantanément, il est reporté dans l'application. De la même façon, je pourrais l'éditer directement avec un open with, par exemple, si je l'ouvre avec Acorn, qui est un petit éditeur sympa. Bon, je vais gribouiller dessus. Je reclique ici et hop, je me retrouve avec mon truc gribouillé. Je me dis, ah, c'est pas beau. Je vais revenir en arrière, je fais un pomme Z dans Acorn, je clique sur mon application et hop, on revient. Voilà. Donc ça, voilà, donc les ressources, ça marche pareil. Et on peut, de la même façon, ici, j'ai la liste de mes items qui est, un fichier plist. J'ai double-cliqué dessus. Il est en train de me lancer Xcode pour m'ouvrir ce fichier plist et je vais pouvoir l'éditer dans Xcode. Voilà. Donc ici, par exemple, je me rends compte que je t'ai rien demandé. Voilà. Je me rends compte que le pomme est au pluriel alors que je voudrais qu'il soit au singulier. Je vais pousser un peu ça parce que pour qu'on voit. Voilà, donc j'ai corrigé le, pomme ici. Je fais un pomme S et j'ai pas corrigé. C'est juste que voilà. Voilà. Donc je modifie et hop, on se retrouve corrigé immédiatement. Donc ça, c'est un outil, on voit le potentiel que ça peut avoir pour tout ce qui est traduction, enfin gestion multilangue et tout ça, de voir immédiatement le contexte du travail qu'on fait dans l'application sur ordinateur, au sein de l'application, dans le bon contexte. Voilà. Donc un dernier petit point, euh, les fichiers XIB, parce que fichier XIB c'est bien joli, mais c'est pas exploitable directement. Alors ici, avant d'ouvrir mon fichier XIB, on va quand même aller dans un sous
sous item, voilà. Donc là, je suis dans une view qui est définie à partir d'une nib. Je vais ici ouvrir mon fichier Xib. Donc je l'ouvre avec la vieille version de Xcode parce que les formats de Xib ont changé dans le nouvel Xcode et c'est une excellente transition pour la présentation qu'il y en aura tout à l'heure. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore vraiment adapté. Voilà. Donc ici, mon fichier Xib, je l'ai ouvert avec Xcode 4.6. Et ici, je vais déplacer mon bouton sur la droite, ici comme ça. Et si je sauve ici mon fichier Xib, hop, mon bouton se déplace instantanément sur la droite dans le truc. Et pour avoir développé des applications, moi j'utilisais plus beaucoup les fichiers nib parce que finalement je trouvais que c'était presque plus rapide de travailler en code. Et là, en fait, c'est plus. Ici, par exemple, le titre, je veux changer sa couleur parce que je trouve que ce violet n'est pas beau. Je choisis un bleu, je choisis le bleu, je sauve, et hop, je vais me retrouver instantanément avec le bleu dans le truc. La police, les tailles et tout ça, on ajuste. Voilà. Donc voilà, ça c'était la démo sur les ressources. Donc voilà, en gros, vous avez eu un aperçu de, d'un peu ce qu'étaient les technos développés par CDDev aujourd'hui. Donc c'est un produit qui devrait être commercialement disponible à la fin de l'année, courant décembre, je pense. En ce moment, je recherche des bêta-testeurs, donc s'il y a des gens qui sont intéressés dans la salle, n'hésitez pas à vous signaler à moi. Puis bon, pour rester informé, il y a le site CDDev qui va pas mal évoluer dans les temps qui viennent. Et puis il y a le Twitter @CDDev. Voilà. Donc si vous avez des questions maintenant, Merci beaucoup. Avant de prendre les questions, c'est très impressionnant. Je tiens à préciser parce qu'en fait, notre objectif, ça va être de rediffuser cette vidéo en ligne. Euh, Vous avez vu sur la projection que c'était pas fluide, que la vidéo était pas fluide. Ça vient de la captation en elle-même. Pour avoir vu ce qui se passait sur l'iPad réellement, c'est d'une fluidité exemplaire et justement, moi, c'est ce qui m'impressionne particulièrement. Si vous avez des questions, c'est le moment.